Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey en votre compagnie du Chic Studio, parce que maintenant on peut vraiment dire que c'est un très chic studio de Canal M qui produit cette émission que vous pouvez écouter donc via Canal M, via la télévision, via aussi les podcasts et même via YouTube maintenant. Alors si vous faites des livres plein les oreilles, vous allez tomber dessus. Et alors là aujourd'hui en plus j'ai la caméra, donc je dis bonjour, vous avez la chance de voir ma sainte face et celle de mon invité que je vais présenter dans quelques secondes. Avant, aujourd'hui c'est le jour J, je devrais plutôt dire que c'est le jour G, parce que c'est le jour des retrouvailles avec Gérald Cousineau, que nous allons retrouver en seconde partie. Lui qui a écouté Jour de ressac de Mélisse de Kerangal et qui vient nous en parler. Va aussi y avoir d'autres nouveautés disponibles en audio depuis très peu de temps. Mésopotamia, plutôt, devrais-je dire. Ça commence. De Olivier Guèze, lu par Virginie Ledoyen. Et puis Déguster le Noir, ça c'est un collectif qui porte bien son nom, Noir, qui viendra clore cette émission-là, qui sera dédiée en seconde partie à Fabrice Pointeau, qui était un traducteur que j'adorais, qui m'a fait aimer en fait le roman noir. J'ai préféré lire les romans traduits que de les lire en anglais, tellement ce type avait une plume, et il nous a quittés l'année dernière beaucoup trop tôt. Il faut en parler parfois des traducteurs, ils existent aussi. Et puis, en première partie, c'est une tradition à laquelle je ne veux jamais tourner le dos, c'est celle de faire la promotion du FIL de Montréal, autrement dit le Festival international de la littérature. C'est un événement qui est fait sur mesure pour cette émission-là, pour les gens qui aiment le livre audio, pour les gens qui sont amoureux, comme vous certainement, des mots qui se lisent, mais surtout de ceux qui s'écoutent. Alors cette année encore, j'accueille celle qui se dévoue corps et âme. Je dirais corps, cœur et âme à cet événement. J'ai nommé Michel Corbeil. Bonjour Michel. Bonjour Clotilde, je suis si contente. Pour moi, c'est un rendez-vous très, très, très important. C'est vrai, hein? De venir te voir et te raconter. On se tutoie quand même. Oui, on se tutoie. On ne va pas faire semblant. On fera pas semblant qu'on se connaît pas. Non. Et puis de venir te raconter un peu le festival, pour moi, c'est un vrai bonheur. Merci de m'accueillir encore une fois. On commence par ceci, parce que c'est normal. Joyeux anniversaire, un an de plus, ça se fait. Mais oui, surtout quand on arrive au 30e quand même. Ouais, c'est pas rien quand même, 30 ans. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler pour le FIL, c'était à l'époque le Festival de littérature, fondé par l'UNEC. Et puis après 10 ans, c'est devenu autonome. Mais quand ils m'ont embauchée en 94 comme coordonnatrice, parce qu'ils savaient pas trop comment inventer ou coordonner un événement comme celui-là, jamais j'aurais pensé que 30 ans plus tard, j'y serais toujours, tu vois. Donc, oui, 30 ans cette année, c'est pas rien quand même. Et le fil conducteur de ce 30e festival, ce serait quoi? Bah écoute, il n'y a jamais vraiment de thème. Il y a toujours mon amour des livres, c'est sûr. Ça, c'est un thème en soi. Mais comme c'est un 30e, il y a quand même un peu partout dans la programmation des petits clins d'œil, finalement, à nos 30 ans. Il y a des gens qui reviennent. Il y a quelquefois, c'est des lieux. Quelquefois, c'est des metteurs en scène. C'est des gens qui ont parcouru, finalement, notre histoire. Alors, c'est peut-être ça, qui caractérise cette édition. Pascal Monpetit, Dominique Fortier. Effectivement, c'est indissociable du fil et c'est par elle qu'on va commencer avec Émilie, fille de personne. On revient à cette Emily Dickinson qui n'en finit pas de nous surprendre, 150 ans après. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un montage des livres de Dominique Fortier, de Ville de papier et Ombre blanche. Au départ, c'est un projet de Pascal Monpetit. Pascal, qui est une fidèle du festival. D'ailleurs, c'est elle qui fait notre visuel cette année. Le visuel, c'est une toile de Pascal qu'elle nous a offert. Et puis, c'est un projet de Pascal. Pascal m'a dit, mais moi, je la connais pas, Dominique Fortier, il faudrait lui demander la permission. Moi, je connais bien Dominique, je lui ai téléphoné. Dominique, elle me dit, est-ce que je peux oser vous demander d'être avec Pascal sur scène? Et j'ai trouvé que c'était une magnifique idée parce que c'est sûr, bon, là, toutes les deux, elles s'entendent très, très bien. Elles sont sous l'œil attentif, j'ai envie de dire, et bienveillant de Christian Vézina. Alors, c'est sûr que Pascal prend la place de l'actrice qui lit, mais Dominique est présente et va lire aussi. Et ça va être suivi d'une discussion, comment les gens ont réagi finalement à ces livres sur Emily Dickinson. Je suis très contente de ce projet. On va écouter, ça c'est Pascal qu'on va entendre, tout à fait, dans un extrait de Émilie, fille de personne. On raconte qu'elle a commencé par limiter ses visites au village,
pour ensuite rester cantonné au jardin avant de ne plus guère quitter la maison, puis le 2e étage pour finalement élire domicile dans sa chambre dont elle ne sortait qu'en cas de stricte nécessité. Mais en vérité, elle vivait depuis longtemps dans bien plus petit encore, un bout de papier, grand comme la paume. Cette maison-là, personne ne pourrait lui enlever. En écrivant, elle s'efface, elle disparaît, derrière le brin d'herbe que sans elle on n'aurait jamais vu. Elle n'écrit pas pour s'exprimer, quelle horreur. Ce mot lui rappelle celui d'expectorer. Dans les 2 cas, le résultat ne peut être qu'un flegme gluant plein de glaire. Elle n'écrit pas pour se distinguer. Elle écrit pour témoigner. Ici a vécu une fleur, 3 jours de juillet de l'an 1871, tuée par une ondée un matin. C'est présenté à plusieurs reprises. Oui, c'est le 20, 21, 22 à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts, un lieu qui est très important pour moi, soit dit en passant, parce que c'est l'ancien studio théâtre où j'avais créé avec Stéphane Lépine une série qui s'appelait le studio littéraire. Donc c'est l'endroit où a lieu le tout premier spectacle du fil à la Place des Arts. Et c'est là que j'avais enregistré mon album. Voilà. Et oui, en plus. Donc pour moi, c'est comme un endroit un peu important dans mon histoire. Voilà. Une autre Émilie, tiens. Oui. Mon corps ébloui, debout. Oui, Émilie Turmel, que les gens connaissent, mais pas assez à mon goût. Voilà. Moi, c'est une poète que j'adore, que j'aime depuis toujours. Et je me suis dit, il faut absolument la faire découvrir ou redécouvrir. Elle a 3 recueils de poésie qui sont d'une grande, grande beauté. Le premier, c'est plus la fille un peu rock'n'roll, j'ai envie de dire. La deuxième, plus sur son rapport à la mer. Et le troisième, c'est elle comme mère. Et puis, je me suis demandé à qui je pouvais confier ça. Et pour moi, c'était Johanna Berla. Joanne, qui est une grande, qui aime beaucoup, beaucoup la poésie, que j'avais vue dans des spectacles de poésie. Donc, c'est Joanne qui est metteuse en scène, ou metteuse en lecture, je ne sais pas trop comment le dire. Et puis, elle a regroupé des femmes extraordinaires. On pense à Sophie Desmarais, Nathalie Doumard, Émilie Laforêt et Ève Pressot, pour rendre justice à la poésie d'Émilie. Alors ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Aussi. Dans l'extrait qu'on va entendre, honnêtement, je ne sais pas exactement qui parle. C'est Joanne. C'est Joanne elle-même. Parce que lors du dévoilement de la programmation qu'on a enregistrée, les filles n'étaient pas libres. Bon. Alors moi, j'ai dit à Joanne, j'ai dit, ouais, mais je veux t'entendre. Alors, ce qui fait que Joanne nous a fait un extrait, finalement, du premier recueil d'Émilie Turmel. Je gratte une allumette jusqu'au sang, la flamme bleue plus chaude que la jaune. Je dévore les hommes comme l'air. Je lève mon verre aux ouvreuses de route, de portières à flanc de cap sautés des corbillards en marche. Je lève mon verre à la persistance de leur réincarnation. À Nelly Arcan, José Yvon. Certaines étoiles n'existent plus, mais vues d'ici, mégots longtemps soudés aux lèvres de ces guerrières paumées. José se faufile par la fontanelle des chattes. Nelly accouche de toutes les étudiantes. Impeccable prise d'otage. À Catherine Lalonde, aux sorcières et aux fées, vous courez nus le long des couloirs, ceinture d'explosifs aux reins, gorge encoulevrée, langue vitriolique des orties, plein le crâne. Vous êtes l'encore à dire, ni confession, ni testament, mais lettres d'amour en marche, mais conjuration, rage, bienveillance. Et Mon corps ébloui, debout sera présenté le dimanche 22, Michel Corbeil, à 15h, au centre du théâtre d'aujourd'hui, sur la rue Saint-Denis. Juste pour le bonheur de réentendre ces voix, cet extrait. Hey, Johnny Jane, te souviens-tu du film de Gainsbourg? Je t'aime. Je t'aime moi non plus. Un joli thème.
Miam, 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 miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Et pas la racine, je boufferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, 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 miam. Quand Michel Piccoli lit Hush Hush Charlotte, quand tu as Hervé Pierre qui fait l'hippopotame, c'est irrésistible, ils sont drôles. Donc moi je suis là, je les regarde. Voilà, c'est ça, ce film qu'on vous propose d'aller voir, Gainsbourg, poète majeur. Ça, c'est quand même un petit clin d'œil à ce qu'il avait dit un jour à une émission de télé. Mais c'est plus que ça. Pour moi, c'est le seul spectacle du film qui a été présenté au Théâtre Maisonneuve en 2015. Donc, c'est vraiment pour moi un moment très, très important. Jane est revenue à quelques reprises. Et puis, le fait de pouvoir présenter ce spectacle qu'on a présenté, parce que c'était Gainsbourg, poète majeur, et puis que Jane et Michel soient disparus maintenant. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est présenté à la Cinémathèque québécoise le dimanche 22 à 16h. Et je précise qu'il avait déclaré un jour, Gainsbourg, que la chanson était un art mineur. Tout à fait. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons ce titre-là. Ensuite, on s'en va où? On s'en va... Alors, je vais me remettre sur la bonne page. Je suis un petit peu perdue dans mes pages. Hein. C'est parce que j'ai pas l'habitude avec les recto-verso. Voilà un titre... Et puis voilà, dans votre introduction, j'ai adoré la façon dont vous avez parlé de la genèse d'une révolution sans mort ni sacrifice. Oui, c'est un texte de Steve Gagnon. J'ai pas devant moi le titre original. Je l'avais noté au moment de la présentation. C'est très long. C'était très long. C'est un titre très, très joli, mais très long. Alors, j'ai l'impression que l'éditrice de Steve lui a dit on devrait couper parce que ça rentre pas dans une couverture de livre, parce que c'est devenu un livre. Moi, j'ai eu la chance de lire avant même. J'ai lu le manuscrit. Et c'est un livre absolument extraordinaire. Et ce qui est très, très joli, c'est que c'est aussi un hommage à Anaïs Barbeau-Lavalette. Oui. Ces deux-là sont devenus un peu inséparables. C'est vraiment des grands amis. C'est un très beau texte que Steve met en scène, mais il est lui-même fait partie de la distribution avec Marie-Thérèse Fortin et Véronique Côté. Légèrement incliné entre le trouble et l'admiration, tu observes ton fils te désappartenir spectaculairement et tu espères que son éclosion n'aura pas de fin, jamais de fin. Tu espères que ton enfant, toujours, il continuera de se déplier et de s'ouvrir. Tous les matins, Lucien n'est plus exactement ce qu'il était la veille. Les sporanges roux se multiplient subtilement sous ses feuilles et parfois, pendant qu'il est juste là, devant toi, assis à la table ou accroupi à tes pieds au-dessus de ses figurines en plastique, tu t'ennuies de lui. La multitude de petits Luciens que tu as, parfois très brièvement connus, tu voudrais qu'elle s'étale pour que, tous en même temps, ils soient accroupis à tes pieds, tes petits Luciens, au-dessus de leurs figurines en plastique. Probablement ta nostalgie est maladive, mais elle ne concerne que toi, et presque jamais elle ne t'empêche de sourire. Elle n'est pas triste, ta nostalgie maladive. Au contraire, elle exalte tes sens, elle t'avive, elle t'attise. Tu plonges partout, tu t'engages, tu t'enfouis, tu t'enduis, tu plonges partout. Et je vous propose de retrouver cette voix, celle de Steve Gagnon, Marie-Thérèse Fortin et Véronique Côté au Théâtre Outremont le jeudi 26 septembre à 19h. Alors, évidemment, ils sont indissociables. Qui dit Steve Gagnon dit Anaïs Barbeau-Lavalette et qui dit Anaïs Barbeau-Lavalette dit Femme Fleuve. Tout à fait. Alors, c'est finalement la veille de la présentation du spectacle de Steve. Donc, c'est Femme Fleuve. Le tout dernier livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Il faut savoir qu'avec Anaïs, on avait fait La femme qui fuit, avec Catherine de Léon, qui est d'ailleurs à l'origine du spectacle que tout le monde va voir au TNM. Après ça, on a fait Femme forêt. Et Anaïs m'a téléphoné en me disant « T'as pas envie de faire Femme fleuve aussi ?» Et là, je lui ai dit « Mais je l'ai pas lu encore ton livre. » Elle me connaît, je dois d'abord lire les livres. Alors, j'ai lu son livre et c'est un livre extraordinaire, fait de beauté, de sensualité, d'amour et tout. Donc, elle a confié la lecture de ce livre à nul autre que Évelyne Lachenelière. Je regarde tes mains. Elles sont une charte de tous les bleus du monde et aucun ne te semble être le bon. Je te dis que
Si tu peignais le fleuve seul, il s'agirait de ta rencontre avec lui. Il s'agirait de vous deux seulement. Peindre le fleuve parlerait de toi. Je prends ton pouce peinturé dans ma bouche. J'avale, tout est bleu, le cyan, le bleu pétrole, le bleu roi, le majorel et le sarcelle. Ta peau est neuve en moi et je découvre ici ta saveur. Tu goûtes le sel, le cuir et la sueur. Ton pouce est un animal que j'avale et tu m'offres tes lèvres, ta chair intérieure, vulnérable, graffignable. Ta salive est brûlante. Je goûte la face cachée de tes joues, la rondeur de ta langue. Je ne sais plus qui coule en qui, je deviens liquide aussi. Le jour perd son cadre et je m'enfonce dans la nuit tout autour. Un premier baiser de sable mouvant, comme une surprise effrayante. Je ne savais pas que c'était possible. Nous sommes trop accordés. Nous sommes déjà enlisés l'un dans l'autre. Nous aurons mal. C'est la voix d'Evelyne de la Chenelière, mais l'écriture d'Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est quand même une des plus belles écritures que nous ayons ici au Québec. Hein. Non, mais depuis tantôt, j'entends les extraits, je vais te dire, et je me dis que c'est des livres magnifiques. Je suis très contente de mes choix. Et puis qu'ils sont tous très, très bons lecteurs quand même. Oui, oui. Hein? Et c'est même pour ça qu'on les passe à l'émission, parce que les gens qui aiment le livre audio, ils ne peuvent qu'être intéressés par ce spectacle-là, avoir les gens devant vous, et non pas simplement dans les oreilles. Ouais. C'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'il faut aller au fil. Bon, alors ce spectacle-là sera présenté, Anaïs, Femme Fleuve, donc au Théâtre Outremont le mercredi 25 septembre à 20h. Qu'est-ce que j'avais aussi dont j'avais envie? Ah, un petit peu de musique. Juste encore là pour réentendre cette sonorité-là et cette voix-là. C'est en live, hein, alors il faut un petit peu porter l'oreille, faut avec attention. Mais bonheur. J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi. Je te remercie. Que tu vas me reviendre et tout ça, et qu'on s'aime. Mais arrose les fleurs une fois par semaine. Avec toi, j'ai appris à parler végétal. Et je compte les jours comme autant de pétales. Je relis ton courrier, c'est pas un problème, sauf d'arroser les fleurs une fois par semaine. J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi, je t'en remercie. J'imagine un jardin où nos pas se promènent. En arrosant les fleurs une fois par semaine. Le mariage magique. Jean-Louis, tu sais que Jean-Louis Trintignant et Daniel Mille, c'est les tout premiers artistes étrangers qu'on a accueillis au fil. C'était en 99 au Lion d'Or pour la valse des adieux. Donc c'est les tout premiers. Et puis c'est drôle parce qu'on a perdu récemment Jérôme Fervour-Burdi du Lion d'Or. Ouais. Et puis juste avant que Jérôme, on a fait une fête pour lui dire adieu, au revoir. Ouais. Et puis, tous les deux, on se parlait de ça, on se racontait cette venue absolument extraordinaire. D'ailleurs, au Lion d'Or, vous pouvez voir des photos. Oui. Et puis même un message de Jean-Louis. Jean-Louis est revenu à plusieurs reprises au festival. Il m'a sauvé même. À un moment, j'avais un problème de financement. Il m'a sauvé. Il m'a écrit en me disant « Est-ce que vous voulez que je revienne pour faire Poète libertaire ?» C'est formidable. Oui, tout à fait. Et puis, là, de présenter toujours à la Cinémathèque, c'est la captation du tout dernier spectacle de Daniel et de Jean-Louis. Daniel est très, très content que je présente ce film. Et puis moi, ça
Ça me fait plaisir de les revoir tous les deux, même si c'est sur scène. Ah oui, puis c'est la magie quoi, de cette union Piazzolla, Trintignant, Daniel Mille. C'est en une minute. C'est formidable là, quand on met tous ces extraits-là bout à bout. On s'aperçoit de la richesse vraiment du fil quoi, de ce festival-là. Vous avez raison d'en être fier. Puisqu'on est dans la musique, je voulais à tout prix parler du violon d'Adrien parce que je sais que c'est un coup de cœur énorme. Ouais, énorme. Pour toi. Le violon d'Adrien, bon, c'est cette histoire d'un petit garçon qui vit en Haïti, qui suit des cours de violon. Et puis, un jour, on lui dit, il faut que tu aies un violon. Alors, il faut qu'il cherche des façons, finalement, de se procurer un violon. Il tombe dans tous les pièges, finalement, pour ça. Et pour moi, ce livre-là, c'est comme très, très important. Et Gary Victor, pour moi, est comme quelqu'un aussi très important, parce qu'il fait partie de ces auteurs haïtiens qui vivent toujours en Haïti. Et d'ailleurs, un de ceux qui est le plus lu là-bas par sa communauté, par les Haïtiens. Et il vit là-bas, il a été obligé de quitter sa banlieue parce que les gangs ont tout détruit et tout. Et c'est un résistant, c'est vraiment un résilient. C'est quelqu'un qui a une écriture très, très belle. Alors, l'idée de faire... les gens connaissent peut-être moins Gary que Danny. Que Danny, bien sûr. Mais ça vaut la peine de découvrir cet auteur-là avec des interprètes extraordinaires. Alors, de Lindsay Dontis, Fayol Jean Junior... Le fils, voilà. C'est ça. Tracy Marcelin, Joujou Sirène. Et puis tout ça, le chef d'orchestre, c'est Sophia Blondin. Ça, je suis très, très contente. C'est un beau clin d'œil à Haïti, parce qu'Haïti et le fil, c'est une grande histoire d'amour. Je dis toujours, j'ai 3 villes. Bon. Montréal, Paris et Port-au-Prince. Dommage, je n'avais pas la musique en question de Sophia, mais on commence ça avec quelques petites notes d'une sonate de Bach. Madame Lange se leva et me dit d'attendre quelques secondes. Elle revint, à ma grande surprise, avec un violon. Il n'était pas en bon état car il lui manquait une corde. Le bois était couvert de poussière, égratigné par endroits comme si des rats s'étaient acharnés à vouloir le déchiqueter. L'archet seul semblait neuf. Ce violon appartenait à mon grand-père. Son parrain le lui avait offert en cadeau quand il avait ton âge à peu près. La première note qu'il en a tirée, son père est tombé raide mort. Bip! Une crise cardiaque. L'instrument a été déclaré maudit et on l'a oublié dans un placard durant des années. Je ne te le donnerai pas, mais veux-tu en jouer un moment? Elle me tendit l'instrument. Comme j'allais passer l'archet sur une corde, elle retint mon bras. Non, pas ici. Et si mon cœur s'arrêtait de battre comme celui de mon grand-père? Va dehors dans la rue. Après, tu reviendras. Je ne me fis pas prier. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'il va dans la rue, il joue, et là, il y a un rat qui sort, 2 rats. En tout cas, je vous en dirai pas plus, mais c'est complètement fou, ce texte-là. C'est un texte merveilleux. Et c'était Lindsay Dontis et Joujou Sirène qu'on entendait. Alors, ça, est-ce qu'on a dit? Non, ce sera le mardi 24 septembre à la Place des Arts. Ça dure 1h30, que dire d'autre? Ah, c'est à la 5e salle, bien sûr. Tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Youpi! J'avais envie qu'on parle peut-être d'autres... Mais j'ai envie de vous parler de mon bal littéraire. Ah! Ça, c'est la clôture. Ben oui, c'est la clôture. Et puis, à chaque année, je demande à des écrivains, c'est la 3e année, je demande à des écrivains ils doivent écrire un texte. On les enferme. Ils doivent écrire une histoire en 10 épisodes. Et chaque épisode doit se terminer par le titre d'une chanson. Dansante, naturellement. Et le soir, on les retrouve sur scène. Alors, ils disent leur histoire, on écoute sagement l'histoire. Et dès que le titre de la chanson apparaît, il y a le DJ qui met la chanson et tout le monde va danser. Et je veux dire, c'est la 3e année que je le fais et ça marche, c'est incroyable. Alors là, cette année, comme c'est mes 30 ans, je me suis dit quand même, je vais me faire plaisir en invitant 5 figures importantes finalement au fil des années. Alors c'est Véronique Bachand, Simon Boulris, Jean-Paul Daou, Carole David et Elkanah Tabi. Comme a dit Jean-Paul, ça va pas être plate.
De toute façon, vous mettez Jean-Paul sur une scène avec Simon Boulris déjà au départ. Je crois que ça va aller. Sinon, il y a juste un mot pour dire qu'il y a des gros noms, comme Laurent Godet. moi, je dois dire que c'est mon auteur fétiche. Tout à fait. Tout à fait. C'est notre spectacle d'ouverture. C'est le spectacle d'ouverture, c'est complet. Je vous le dis, c'est pour ça qu'on n'est pas resté longtemps là-dessus. Ouais. Pareil pour Triste Tigre. Triste Tigre, il reste encore un peu de billets, mais c'est vraiment comme c'est extrêmement touchant parce que c'est Anne-Marie Cadieux qui dit ce texte. Et ce texte est important quand même. La littérature, c'est pas que du divertissement. Hein. Il faut quelque part aussi lire et entendre ce genre de texte, selon moi. Et parce qu'il nous reste un peu de temps, il y a aussi les midis littéraires, parce que c'est important aussi. Il y a les salons littéraires, il y a toutes ces librairies qui rentrent, parce que c'est pas seulement dans une salle comme ça, on peut faire plein de choses dans le cadre du festival. Tout à fait, oui, on est dans plusieurs salles, on a 3 librairies partenaires. C'est très concept, finalement, mon festival cette année. 3, normalement c'est 1. Donc c'est le Port de Tête, la librairie du Square Outremont et la librairies qui sont dans 3 quartiers différents. Où il y a des salons littéraires, il y a des rencontres, des lectures, des animations pour les enfants, c'est gratuit. Les midis littéraires dont tu parlais, ça laisse Planète tranquille, c'est des rencontres avec des écrivains. Il y a autant René Saint-Éloi, Lula Carballo, Carole David, il y a même des écrivains d'ailleurs qui vont être en visio lors de ça. C'est à l'heure du lunch, t'apportes ton sandwich et tu vas t'asseoir plutôt que de regarder ton téléphone. T'écoutes des écrivains parler. C'est quand même pas mal. Non, c'est quand même pas mal. Ouais. Puis ça se digère parfois mieux qu'un gros sandwich. On va rappeler les dates précisément. 18 au 28 septembre. Du 18 au 28 septembre, cette émission-là commence à être diffusée le 16, mais vous savez que vous pouvez l'écouter absolument quand vous voulez, parce qu'elle est en reprise, en continu, sur les balados ou encore via YouTube. Si vous avez manqué de temps un petit peu peut-être pour noter des dates et des titres, de toute façon, vous pouvez aller sur le site même du fil. Vous faites ce que j'ai fait moi-même tout à l'heure, c'est-à-dire festival, fil, comme un fil, fil.qc.ca. Vous aurez absolument toutes les informations. Michel Corbeil, ça passe toujours trop vite, on le sait, on va se le redire. Et j'espère que vous allez prendre le temps, tout le monde, que ça passera pas trop vite, le fil, parce que c'est aussi une affaire d'espace, la lecture, les mots, il faut prendre le temps de les lire et de les écouter. Merci pour ce que vous faites depuis 30 ans pour la littérature, pour ceux qui la lisent et pour ceux qui la lisent et pour ceux qui l'écoutent. Ah, merci de l'accueil, Clotilde, c'est un vrai plaisir à chaque année. Merci. Salut Michel. C'est la deuxième partie de l'émission des livres plein les oreilles. Et je sais, comme disait Jean Gabin, que vous appréciez le regard éclairé, oui, j'insiste sur le regard éclairé, de notre ami Gérald Cousineau, lui qui, aveugle, passe des heures et des heures à écouter des livres et qui vient en parler à notre émission, ainsi qu'à Ami Télé d'ailleurs, je dois le préciser. Et comme c'est le 10e anniversaire de l'émission des livres plein les oreilles, je priais pour que Gérald accepte cette saison encore de venir, je dirais 2 fois par mois à peu près, nous présenter des livres audio. Et il a dit oui. Merci Gérald et bonjour. Je t'en prie. Alors Gérald, on fait fort parce qu'on commence avec un bouquin qui, je viens de l'apprendre et toi aussi d'ailleurs, figure parmi la première liste des sélectionnés pour obtenir le prix Goncourt et je te laisse le soin de nous le présenter. Alors je parle en ce début de saison automnale d'une dame qui s'appelle, c'est un joli nom, Mélisse de Kerangal. Oui. Pas mal quand même. Oui. Et cette dame a déjà une œuvre assez abondante derrière elle. Et je soulignais que, elle est née à Toulon, je crois, en 1967. Et en 2010, elle a reçu, et ça c'est une chose rare, à l'unanimité et au premier tour, le prix Médicis pour Naissance d'un pont, dont l'action se situe en Californie. Alors aujourd'hui, on parle donc de Jour de ressac, mais tout de suite, si tu veux, on pourrait écouter l'extrait parce qu'on va vraiment être mis dans le bain.
Ah, c'est ça, parce que je me semblait bien aussi que ça correspondait vraiment au tout début du livre. Oui. Ça. On y va avec ça. Le policier m'a demandé de venir au commissariat du Havre, le lendemain, à 9h. Il voulait m'auditionner. J'ai répondu d'accord. On a raccroché, et le temps s'est aussitôt rompu contre mon oreille, crac, cassé en deux. Matin et après-midi désormais inconciliables, et si divergents, déjointés, étrangers l'un à l'autre qu'ils étaient devenus incapables d'assembler une même journée, celle que j'étais pourtant en train de vivre. Après quoi, le silence a durci la pièce comme du plâtre à l'air libre, et je suis restée sans bouger, sans force, impuissante à ralentir le flux de questions qui se formaient en moi, des questions que j'aurais dû logiquement poser au policier si je n'avais été tenue à distance par sa plate autorité, interloquée, et m'efforçant de trier les données contenues dans sa phrase « corps d'un homme, voie publique, Le Havre ». C'est d'ailleurs d'entendre ce nom, Le Havre, c'est de l'isoler tel un petit grain dans mon oreille qui avait fait basculer l'appel, lui avait donné sa frappe sourde, car, mais le policier le savait-il, j'ai vécu dans cette ville. J'y ai poussé comme une herbe folle jusqu'à atteindre ma taille adulte, ainsi que les dents, les pieds, le cœur et les poumons qui vont avec. Ce que j'avais en commun avec l'homme que l'on avait trouvé, à minima, c'était Le Havre. Et je précise, Gérald, que cette voix que nous venons d'entendre, c'est celle de l'autrice. C'est puisque le livre qui a été enregistré par Gallimard Audio, donc la collection Écoutez lire, le livre a été lu par elle-même, par Mélisse de Kerangal. J'aurais tendance à mettre un « et », en tout cas, Kerangal, peu importe. Belle écriture, belle voix aussi, très, très belle lecture. Alors, on a l'impression de tomber dans un polar, mais ça va beaucoup plus loin que ça, je pense. On pourrait aussi demander pourquoi ce titre. Bien, je vous rappelle, Clotilde, et ainsi qu'aux auditeurs, que Ressac, c'est le retour brutal des vagues sur elle-même lorsqu'elle frappe un obstacle, comme une falaise, par exemple. Ouais. Donc, mais ici, on va l'entendre au sens métaphorique. Alors, on a donc cette narratrice dont je n'ai pas le prénom, car à ma connaissance, elle ne se nomme pas. Donc, c'est elle qui raconte l'histoire. Et c'est une doubleuse parisienne, donc elle double des voix au cinéma, entre autres. Donc elle habite Paris et un jour, elle reçoit un appel d'un commissaire de police du Havre, donc en Normandie, et lui demande de passer au commissariat tel jour à 9h. Bon, comme surprise, c'est assez étonnant pour cette Parisienne. Elle va se rendre au Havre et là, petit à petit, on va apprendre qu'elle a vécu son enfance au Havre. Alors, on a droit à toutes sortes de choses. C'est un roman très curieux dans le sens où on se promène beaucoup, tout en restant au Havre, on se promène dans le temps, surtout. On a vraiment une dimension temporelle importante ici. Donc, elle va se rendre chez le commissaire. Et là, pourquoi on l'a convoqué? Eh bien, on a trouvé le corps d'un homme sur la plage du Havre, près de la digue, et cet homme-là avait le numéro de téléphone de la narratrice sur lui. Alors, curieux quand même. Mais la narratrice ne se rappelle pas. Elle n'arrive pas à reconnaître cet homme. Et elle va à la morgue avec le policier. Elle regarde bien le corps. Non, ça ne lui dit rien. Et là, peu à peu, à mesure que l'histoire avance, elle va se demander, est-ce que je peux l'avoir connu, cet homme-là? Est-ce que je peux l'avoir connu? Mais ça ne vient pas. Elle n'arrive pas à mettre un nom sur ce corps. Et là, on apprend que, bon, cet homme-là n'était pas un saint. Ça regarde pas très bien. C'est un peu louche. Mais je dirais que sa déambulation dans les rues du Havre, parce que la ville est assez bien décrite, et d'ailleurs, première référence, on pense à Batman parce qu'elle va parler de Gotham City. Quand elle se promène dans le Havre, et près du port, par exemple, il y a une raffinerie, etc. Donc, elle pense à Gotham City de Batman. Et là, à mesure qu'elle va se promener, à mesure qu'elle va y penser à cette affaire-là, mais les souvenirs vont affluer comme un ressac, justement. Alors, le Havre, bien sûr, c'est sa ville. Elle a vécu là dans son enfance, je l'ai dit. Et elle va même nous raconter, et là, il y a un long passage là-dessus, les bombardements qu'a subi la ville en septembre 1944. Mais la narratrice n'y était pas, elle n'était pas née. Mais il y a un côté récit historique à ce roman. Et un peu plus loin, là, elle revient à son enquête parce que c'est aussi une sorte de roman policier. Elle enquête elle-même avec le policier. Elle essaie de savoir, mais c'est qui cet homme-là? Comment l'aurais-je connu, etc. Et encore une fois, elle va vouloir rencontrer l'homme, l'employé de la ville, qui a trouvé le corps sur la plage.
Et là, c'est à nouveau un long passage sur la vie de l'homme en question. C'est intéressant. C'est toujours Oui, intéressant. oui, bien sûr, oui. Et un peu plus loin, mention de la guerre en Ukraine. Donc, on devine que, évidemment, on sait que le roman est très récent. Et pourquoi il parle de ça? Parce qu'elle rencontre 2 jeunes Ukrainiennes qui sont en route, qui ont un mal fou à se rendre en Angleterre et qui vont réussir. Et là, c'est à nouveau un autre long passage sur ces 2 jeunes femmes. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on se promène, de la mémoire à l'histoire, de l'histoire à l'enquête policière. Mais tout ça, c'est très intéressant, mais on ne sait toujours pas. Oui, quel est le lien? Mais c'est ça, quel est le lien? C'est qui cet homme-là? Il y a une part que moi j'ai beaucoup aimée, une part mystérieuse. C'est insolite. Mais si vous avez lu Madame de Kerangal, eh bien, vous ne serez pas surpris, parce que moi, je suis en train de lire Naissance d'un pont, et j'avais lu aussi Réparer les vivants. Mais Réparer les vivants, c'est intéressant, et ça va raconter une tonne de prix. Donc, c'est pas une écrivaine comme les autres. Elle a un univers que je trouve extrêmement particulier, mais si on fait l'effort, il y a comme un envoûtement qui s'installe. Et c'est le cas de ce roman. On est comme envoûté, et la ville devient une sorte de ville dans la brume, tout ça. Rien n'est clair, rien n'est net. Et on aime bien. Moi, comme lecteur, moi, j'aime bien cette atmosphère-là. Mais on ne sera pas forcément avancé sur qui, quoi, etc. Mais c'est pas grave, on ne veut pas forcément tout savoir. On baigne dans cette lumière ou ce manque de lumière. C'est un peu glauque parfois. Mais n'empêche que c'est bien écrit, on l'a dit, et c'est formidablement bien documenté aussi. Elle est au courant, Mme Kerangal. Elle n'est pas que plongée dans son histoire. Non, c'est à nouveau des passages très intéressants sur ceci, sur cela. Donc vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Ben écoutez, et que j'ai hâte de lire parce que, bon, moi, c'est mon coin de pays. Hein. Je suis normande et c'est vrai que quand on est né en Normandie, on est parfaitement au courant de ces bombardements qui ont complètement bousillé notamment 2 grandes villes normandes qui sont Caen et Le Havre. D'autant plus qu'ils ont été faits par des Américains, l'aviation américaine. L'anglais, plus encore. En tout cas, il devait bien y avoir quelques Américains, mais on en veut surtout aux Anglais, c'est ça, qui voulaient couper la route à la retraite allemande. Voilà, en tout cas, peu importe pour la leçon d'histoire, mais ça me fait plaisir de voir, parce que c'est vrai que Le Havre est une ville en plus qui est souvent dans la brume. Moi, je vais souvent en face de Le Havre, sur les plages du débarquement, justement, et lorsqu'on voit Le Havre, ce qui est excessivement rare, c'est signe de pluie. Alors, souvent, Le Havre est dans la brume et la seule chose qu'on voit, ce sont les bateaux qui défilent pour rentrer dans le port du Havre, qui est quand même un des plus grands ports en France. Et c'est une ville nouvelle, c'est une ville moderne, comme à Caen. Reconstruite, Elle a été reconstruite dans les années 50 et 60, parfois de façon fort disgracieuse, mais parfois de façon fort élégante. Mais c'est ce qui fait maintenant le charme un petit peu de ces villes-là qui n'ont plus aucune histoire, tout a été englouti et apparemment c'est important pour Madame de Kerangal dont on parle en ce moment et de ce livre Jour de Ressac dont vous nous parlez. Ça me touche, oui, j'ai vraiment très très hâte et surtout d'ailleurs de l'écouter par elle-même, quoi. L'autrice d'ailleurs ne cache pas certaines vérités, par exemple comme elle partage une partie de son temps avec le commissaire de police, elle va apprendre que Le Havre, je n'ai pas vérifié, que Le Havre serait une des principales portes d'entrée de la cocaïne en Europe. Bon, c'est possible. C'est vraiment donc Le Havre d'aujourd'hui. Donc, elle ne nous cache pas ces choses-là. Il y a de bons souvenirs, mais il y a des réalités aussi plus dures à avaler. Ouais. Ah ben voyez-vous, ça j'ignorais quand même ça. Alors ça c'est vraiment pas mon domaine, voyez-vous. mais si on me le dit, mais ce serait pas étonnant. Au nombre de cargos, je veux dire, il faut les voir à la queue leu sur la Manche là. C'est impressionnant de voir ça. Je ne sais pas combien de bateaux ils rentrent là jour et nuit, mais c'est incessant. Ça Donc ça pour dire pas, qu'on apprend durant l'enquête policière, on apprend le côté historique et également on pourrait parler d'un roman sur la mémoire, parce qu'elle passe son temps à se rappeler des choses, et parfois des choses qu'elle n'a pas forcément vécues elle-même, mais quand même, on revient constamment dans le temps, et ça, c'est très intéressant. Je n'ose pas vous demander, est-ce qu'on va savoir? Ok, répondez pas, ne répondez pas. Ça lui, à la fin, il y a comme des souvenirs qui remontent
plus précis, mais le lecteur va rester un peu sur son appétit. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, outre mesure, c'est un petit peu comme quand on nous laisse sur une patte dans certains films, mais que finalement, c'est à nous de construire la fin. Au départ, ce n'est pas un polar, ce n'est pas un roman policier traditionnel. Non, c'est pour ça que je voulais qu'on le précise, parce que l'extrait aurait pu laisser penser que... Voilà. Alors, cher Gérald, vous m'avez manqué. Vous nous avez manqué. On se réjouit de vous retrouver encore pour cette année avec, c'est ça, au moins. Oh mon Dieu, il y en a. Alors, on ne manquera pas de titres cette année et de travail. Je vous embrasse fort, cher Gérald. Prenez soin de vous. Pareillement. Allez, bisous. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. C'est le temps maintenant d'évoquer avec vous des nouveautés, ces fameuses nouveautés dont nous parlions à l'instant, ces titres d'ailleurs qui pourraient fort intéresser notre ami Gérald Cousineau pour de prochaines chroniques, notamment Mésopotamia. Lorsque j'ai cité hors onde ce titre-là à Gérald, il dit oui, qui doit être fort intéressant. Qu'est-ce que Mésopotamia? C'est signé Olivier Guèze, c'est lu par Virginie Ledoyen. C'est une nouveauté chez Audiolib. Il y a une femme dont vous ignorez peut-être le nom. Elle s'appelait Gertrude Bell, B-E-2-L. Et c'est une femme qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a réellement dessiné les frontières de l'Orient dans ce désert sauvage où tout a commencé, ce désert sauvage qu'elle a tellement aimé, apprécié. Qui fut cette Gertrude Bell, une aventurière, une archéologue, une espionne qui parlait l'arabe et le persan quand même. Elle a été la femme la plus puissante de l'Empire britannique, mais aussi une espèce d'héroïne tragique. Alors le roman de Gertrude Bell, c'est comme une énorme fresque de la première mondialisation finalement, quand le plus grand empire de tous les temps s'est approprié une contrée mythique et maudite. La terre d'Abraham, du déluge et de Babel, le tombeau d'Alexandre le Grand, la Mésopotamie. Voici un extrait de Mésopotamia d'Olivier Guèze. Je regrette un petit peu que l'extrait se situe au tout début du roman, sans doute. J'aurais aimé qu'on en sache un petit peu plus sur son amour pour ce territoire et tout ce qu'elle y a accompli. Voici donc un extrait, c'est lu par Virginie Ledoyen, extrait de Mésopotamien. Chapitre 1. Ce samedi ensoleillé de septembre 1903, William et Elizabeth avaient réservé une surprise à leurs invités. Ils avaient convaincu Emmeline Pankhurst et 2 de ses filles de venir déjeuner. Un joli coup dont le tout Londres jaserait quelques jours. Les Pankhurst étaient les chefs de file des suffragettes. L'union sociale et politique qu'elles avaient fondée exigeait le droit de vote des femmes, interdit au Royaume-Uni. Emmeline prit la parole entre le roast-beef et la tarte à la rhubarbe. Les suffragettes étaient prêtes à la lutte et feraient usage de tous les moyens pour parvenir à leur fin, y compris descendre dans la rue, interrompre des meetings et braver les coups et la prison s'il le fallait. « Ayez confiance en Dieu, elle vous protégera », conclut, radieuse, Madame Pankhurst. L'Assemblée, qui comptait un certain nombre de New Women, lectrices de George Sand et d'Ibsen, aspirant à l'émancipation sexuelle et à une vie régie selon la morale de leur choix, l'applaudit chaleureusement. Gertrude s'abstint. Elle était contre, leur dit-elle. Le mariage et la maternité étaient l'ordre naturel de la société. Les femmes n'étaient pas indépendantes. Elles ne connaissaient rien à la politique ni à la diplomatie, réservée aux hommes, pour de bonnes raisons, insista-t-elle. Aussi n'étaient-elles pas mûres pour voter. Leur accorder le droit de suffrage serait dangereux pour la démocratie anglaise. Charles entame son discours, et tandis qu'il remercie ses parents et rend hommage à la sublime Molly, Gertrude bouillonne soudain de rage. Une vague de colère la submerge. Contre William, ce trop beau garçon au sourire enjôleur, dont l'aisance, les cheveux huilés et le plastron scintillant l'insupportent. Contre ce vieux cochon d'Édouard et ce repas interminable, ces plutocrates qui singent la vieille noblesse anglaise et ces aristocrates qui se profanent devant les parvenus, contre ces gens et leurs faux-semblants,
cette bonne société si satisfaite d'elle-même, où elle ne trouve pas sa place. Il lui donne envie de repartir sur le champ, vers ceux chez qui elle a trouvé du réconfort, une certaine sérénité et la joie de vivre, ces dernières années. Les Arabes. C'est en étudiant leur langue à Jérusalem, en 1900, qu'elle a fait le deuil de Kédogan. C'est le long du Jourdain, dans les plaines du Oran et les montagnes rouges de Petra, chevauchant sous des ciels zébrés d'étoiles ou de pâles nuages pastels, qu'elle a découvert la liberté. C'est dans leur désert qu'elle a rencontré ses pareils, les nomades, des hommes insensibles à l'effort et inaccessibles, romantiques, rebelles et conservateurs, les Bédouins. J'ai souvent rencontré des gens qui sont allés à la rencontre des Bédouins et à chaque fois, j'entends la même chose. Quel peuple hallucinant, un peuple qui vit dans le désert, là. Et on me parle toujours de leur gentillesse et de leur sens de l'accueil. Ça donne... Je ne suis pas très attirée par le désert, mais je serais plus attirée, par exemple, pour aller à la rencontre des Bédouins, mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je ne sais pas, ce sera pour une autre vie. C'était un extrait de Mésopotamia d'Olivier Guèze, lu par Virginie Ledoyen. On y va dans le noir maintenant, mais le noir avec Déguster le noir. Ça, c'est un collectif. On a demandé au grand nom du thriller français de passer à table. Il n'y a pas que des Français. Il y a entre autres R.J. Ellery qui est là-dedans, qui lui est anglais, si je ne m'abuse. Mais sinon, les autres sont Nicolas Beuglet, Christian Blanchard, Pierre Bordage, Patricia Delahaye, Bernard Minier, et j'en oublie. Donc 13 auteurs prestigieux qui sont tous dans leur genre des maîtres incontestés du frisson, qui nous entraînent dans une 5e et ultime exploration sensorielle inédite autour du goût, cette fois-ci. Autant de nouvelles originales, singulières et terrifiantes à la rencontre de personnages succulemment cruels, d'histoires délicates en bouche qui satisferont les papilles et les méninges les plus affûtés. C'est un recueil qui, nous dit-on, est plein de vengeance, de coups bas et mortels à savourer froid au chaud, ou chaud, avec tous les sens en alerte. Il semblerait qu'on n'en fasse qu'une bouchée. Je suis un petit peu déçu, là encore, de l'extrait qu'on nous a donné, parce que je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de la façon dont on nous vend ces histoires qu'on retrouve dans ce collectif littéraire Déguster le noir. Je n'ai que ça à vous présenter, alors je vous le présente. Yvan Faute, le directeur de cet ouvrage, souhaite dédier ce recueil à la mémoire de Fabrice Pointeau. Le soleil était déjà bas sur l'horizon lorsqu'elle aperçut un barrage. Ralentit. Mais Hassan n'avait pas attendu l'ordre pour lever le pied de l'accélérateur. Des soldats américains. Un checkpoint en plein désert. Des gamins nerveux, morts de trouille ou camés, baignant dans leur sueur depuis le matin, le doigt sur la détente de leur M16. « Stop !» hurla l'un d'eux. Derrière lui, le soleil avait l'air d'une orange sanguine, ou d'un énorme cœur palpitant, irriguant le ciel d'Irak, le ciel de Babylone et de Ninive, de ces milliers d'artères et d'artérioles flamboyantes. Leïla Ramani fouilla fébrilement dans la boîte à gants, à la recherche de son laissez-passer délivré par le ministère de l'Intérieur irakien. Elle travaillait pour le musée archéologique de Bagdad, en tant que spécialiste des époques néo-babyloniennes et achéménides. Le soldat contourna la vieille Peugeot de son côté. Avec son M16, les 10 magasins de rechange, les grenades et le 9 mm à sa ceinture, son gilet pare-balles en Kevlar, son casque et le DCU, l'uniforme de camouflage pour le désert, il ressemblait à un astronaute évoluant sur le sol d'une planète à la gravité renforcée, à un hybride de technologie et d'humain. Elle avait appris à reconnaître les grades, et il y avait son nom cousu sur son treillis, Krell. Le sergent-chef Krell était d'une taille très supérieure à la moyenne, même pour un Américain. Il retira ses lunettes de soleil et planta son regard dans celui de Leïla. Elle savait que c'était l'un de ces trucs qu'on leur enseignait pour entrer en contact avec la population. Mais son regard atone la mit mal à l'aise.
Descendez, dit-il sans élever la voix. Je travaille pour le musée archéologique de Bagdad. Hassan est mon chauffeur, dit-elle en mordant dans son sandwich. Il avait un goût de poussière, de vieille graisse et de caoutchouc brûlé. J'ai toutes les autorisations requises pour « descendez ». Le visage de l'homme, anguleux et long, était comprimé par la sangle et le protège-menton de son casque. Un visage à la Clint Eastwood jeune, qu'en d'autres circonstances elle aurait pu trouver agréable. Elle ne pardonnerait jamais à ces cow-boys d'avoir fait de son pays un chaos sanglant. Et surtout, de l'avoir exposé à la convoitise des fondamentalistes, ces ennemis des femmes. Laïla Rahmani ne regrettait pourtant pas Saddam, ce suceur de sang. Son père avait été emprisonné et torturé pendant des mois par la La'amn, la police secrète de Saddam, pour avoir osé critiquer l'ancien régime. Elle n'avait pas reconnu l'homme brisé qui était ressorti de la prison d'Abu Ghraib. Celle-là même qui avait fait la une des télévisions du monde entier, lorsque les Américains l'occupaient. Voilà, extrait intéressant, mais par rapport au goût, je me pose encore certaines questions. C'était un extrait d'une des nouvelles que vous pourrez écouter dans ce recueil collectif qui existe maintenant en audio. Déguster le noir, c'était lu par Jessica Monceau. Vous avez remarqué au tout début, on l'entend nous dire que c'est une œuvre qui est dédiée à Fabrice Pointeau. Il faut savoir que Fabrice Pointeau était un traducteur. C'est encore quelqu'un qu'on peut lire, mais malheureusement, il était parce qu'il est décédé beaucoup trop tôt à l'âge de 53 ans. C'était en mars 2023. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Pointeau, c'est le traducteur qui m'intéresse. Je ne suis pas très portée sur les livres noirs, sur les polars, sur tout ça. Mais les traductions de Fabrice Pointeau font en sorte que tout d'un coup, ça devient sublime, notamment les bouquins de J.R. Ellory et tout ce qu'il a écrit comme Seul le silence, ou encore comme celui que je vous présente maintenant, parce que c'est une traduction de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton. Il en a fait 2 ou 3 traductions pour cet auteur-là. Je n'ai pas encore lu celui-ci, mais si vous voyez traduction Fabrice Pointeau et que vous aimez le polar, allez-y, c'est du bonbon à lire, c'est de l'excellente littérature et en plus, c'est du polar. Alors, un extrait maintenant de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est une espèce de mélange entre Agatha Christie et Downton Abbey. En gros, c'est ça. C'est comme un gros Cluedo. Voilà. On en écoute un extrait. Vous êtes cordialement invité à Blackheath House pour le bal masqué. Vos hôtes, la famille Hardcastle. Chapitre 1. Premier jour. J'oublie tout après chaque pas. Je finis par crier « Anna !» et referme brusquement la bouche de surprise. Mon esprit est vide. Je ne sais qui est Anna, ni pourquoi j'appelle son nom. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Je me tiens dans une forêt, protégeant mes yeux du crachin. Mon cœur cogne, j'empeste la transpiration et mes jambes tremblent. J'ai dû courir, mais je ne me souviens pas pourquoi. Comment? Je suis interrompu par la vision de mes mains. Elles sont osseuses, laides, les mains d'un inconnu. Je ne les reconnais absolument pas. Éprouvant la première pointe de panique, j'essaie de me rappeler autre chose me concernant. Un membre de ma famille, mon adresse, mon âge, n'importe quoi, mais rien ne vient. Je n'ai même pas de nom. Chaque souvenir que j'avais il y a quelques secondes a disparu. Ma gorge se serre. Ma respiration est bruyante et rapide. La forêt tournoie, des points noirs dansent devant mes yeux. Reste calme. Je n'arrive pas à respirer, dis-je d'une voix haletante, le sang rugissant dans mes oreilles tandis que je tombe à genoux, mes doigts s'enfonçant dans la terre. Tu n'arrives pas à respirer, tu dois juste te calmer. Il y a du réconfort dans cette voix intérieure. Une autorité froide. Ferme les yeux.
Écoute la forêt, reprends tes esprits. Obéissant à la voix, je serre fort les yeux, mais tout ce que j'entends, c'est mon propre souffle paniqué. Lecture de Laurent Natrella d'un extrait de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton et, j'insiste, traduit par Fabrice Pointeau. Il y a un lecteur de Babelio qui a écrit au sujet de ce bouquin-là « Quelle expérience de lecture! J'ai apprécié cette sensation de lire quelque chose de nouveau et qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu lire précédemment. Si vous aimez les ambiances délétères, vous allez vous régaler. Les méandres de cette énigme sont hors normes et j'insiste, ne vous laissez pas spolier si vous avez la chance, comme moi, d'adhérer à cette histoire fantastique. Vous serez pris sans espoir de retour, car savoir va devenir une obsession et les nombreux rebondissements vont vous rendre fou. C'est une certitude. J'ajouterai pour ma part que je suis convaincu que la traduction de Pointeau y est pour beaucoup. Voilà, c'est ce livre dont je vous rappelle le titre, qui existe sur papier et en audio, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que je vais vous laisser cette semaine. C'est le Festival international de littérature qui commence dans 2 jours. Là, allez-y, courez-y si vous aimez les mots qui s'écoutent. Et merci à mon ami de l'autre côté qui me fait signe qu'il ne reste plus que 5 secondes, Mathieu Tessier. Salut, c'était Clotilde Sey. Bye.